Samedi dernier, un grand rassemblement pour une 6e République. Lundi, un débat dans lequel, de l'avis de tous, il s'en est bien sorti. C'est ce qui ressort d'ailleurs des sondages. On s'y arrêtera dans un instant. Jean-Luc Mélenchon est bien décidé à prolonger cette séquence. Un meeting à Rennes aujourd'hui que vous avez pu suivre d'ailleurs sur BFM TV. Et un message, non, tout n'est pas joué d'avance. Les précisions d'Anne-Sora Dubois. Selon l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, il y a 2 événements récents qui sont en train de faire basculer la candidature du leader de la France Insoumise. D'abord, ce débat réussi la semaine dernière, mais aussi le grand rassemblement de la semaine dernière, place de la République. Selon les organisateurs de sa campagne, ils ont même de plus en plus de difficultés à gérer l'affluence qu'il y a dans ces meetings. On est passé, disent-ils, d'une dynamique positive à clairement un engouement massif. Ça s'est vérifié cet après-midi de nouveau à Rennes. Selon les organisateurs de ce meeting, il y avait ici 10 000 personnes pour assister au discours de Jean-Luc Mélenchon. Dans cette salle de Rennes, 4 500 places, 5 000 personnes à l'intérieur, 5 000 personnes à l'extérieur, selon les équipes du candidat, au point qu'il a fallu à la va-vite installer des écrans à l'extérieur, une chose qu'a salué Jean-Luc Mélenchon à son arrivée sur la tribune, un peu surpris. Écoutez le leader de la France Insoumise. Vous êtes en train de faire la belle démonstration de force que vous espériez en venant si nombreux. Et croyez qu'auprès de vous, la carcasse dans laquelle je suis retrouve de l'énergie. Je présente des excuses à tous ceux qui sont dehors. J'ai lu un papier, on me dit mais quel est votre objectif? Pardon? Je suis candidat à une élection. Quel est mon objectif? Bah, la gagner. Et bien sûr, cet engouement massif est en train de changer la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon. Désormais, sa priorité et son envie, c'est de se retrouver au second tour. Alors, il se doute que ce sera peut-être face à Emmanuel Macron, ce qui fait qu'il a totalement disparu, le leader d'En Marche, des discours de Jean-Luc Mélenchon. Désormais, la priorité du leader de la France Insoumise, c'est d'essayer de dégommer, comme il le dit, Marine Le Pen et François Fillon, qu'il est en train de talonner de plus en plus près dans les sondages. Et quant à Benoît Hamon, désormais, eh bien, il a totalement été balayé d'un revers de main par Jean-Luc Mélenchon. Comme le disent les membres de sa campagne, on se préoccupe de ceux qui sont devant, pas de celui qui est désormais derrière. Dans le paysage et dans l'horizon de Jean-Luc Mélenchon, désormais, Benoît Hamon ne compte plus. Bonsoir Alexis Corbière, on réagira à ce que vient de dire Anne-Sora Dubois sur Benoît Hamon. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. La salle était pleine aujourd'hui, hein. On l'a vu, une capacité de 5 000 personnes et beaucoup de monde également dehors. On a également vu ce sondage, hier un sondage BVA dans lequel il creuse l'écart face à Benoît Hamon, 14% contre 11,5%. Et ce soir, il dit on a 4 semaines à tenir. Je me doute que je vais subir toutes sortes d'attaques lors de cette campagne. Ça veut dire quoi? Vous craignez des boules puantes aujourd'hui? Bon, on sait comment ça se passe, une campagne électorale. Il y a toujours des petites méchancetés qui peuvent avoir lieu. Si on est préventif, parce qu'en 2012, ça s'était parfois terminé. Vous avez toujours le petit article de presse, la photo un peu pourrie qui est balancée sur vous, le montage, etc. Mais fondamentalement, ce qui se passe là, c'est ce que nous avions analysé depuis un moment. Un Français sur 2 n'a pas fait de choix. Il y a 44,6 millions d'électeurs, 20 millions de gens qui se cherchent, qui veulent des solutions pour leur quotidien, leurs enfants, l'emploi, qui voient la crise écologique, qui voient bien que ce système est vermoulu, en train de pourrir. On voit bien des affaires nauséabondes. Et je crois que notre programme rencontre un écho très fort avec ça. C'est la raison pour laquelle il y a cette dynamique. Moi, ce qui m'a frappé depuis le débat de lundi, au moins 2 personnes, je le raconte souvent parce que des gens de droite qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ton Mélenchon, mais il était bon lundi soir et je vais peut-être voter pour lui ». Et donc, je vais illustrer ça pour dire combien nous ne nous adressons pas au champ traditionnel seulement de... Voilà, vous évoquiez Hamon, je ne sais, on n'est pas en rivalité avec ça. On veut parler à l'ensemble du peuple français qui en a assez, qui a un sentiment d'une oligarchie, d'une caste politique qui a des mœurs de plus en plus détachées de leur quotidien, qui voit bien que les inégalités se sont creusées, que il y a des difficultés pour leurs enfants pour trouver du boulot, etc. Et qui écoute ce que nous disons. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon est apparu lundi soir comme étant à la fois à la hauteur du rendez-vous, avec une certaine sagesse. Je vais même vous le dire parce que des fois, Jean-Luc, ça l'embêtait. C'est le plus âgé des candidats. Et on pouvait penser que ça apparaissait comme quelque chose, un désavantage. Et beaucoup de gens ont considéré qu'au contraire, cette forme de sagesse et de hauteur de vue dans le débat lui était profitable. Donc on va voir, il n'y a rien qui est fait, mais c'est clair qu'il y a une dynamique extrêmement forte. Franchement, on est le candidat qui propose en plus d'en finir avec la monarchie présidentielle. C'est important, les Français entendent ça. Changer tout le système, donner des droits nouveaux, notamment le droit de pouvoir rappeler les élus, le droit de révoquer, le prise en compte du vote blanc, des droits nouveaux dans la Constitution. Je crois que c'est ça qui est recherché aujourd'hui dans le pays. Quel est le vivier, Éric Brunet? Les indécis, comme le dit Alexis Corbière, jamais les Français n'ont été aussi indécis.
Oui, il est évident que les Français sont très indécis, plus apparemment que lors des élections précédentes, pour une raison évidente, c'est que nous avons quand même un accident majeur dans cette campagne présidentielle, c'est qu'on a l'électorat de droite qui est totalement groggy, sonné, KO debout, donc il y a une part d'indécision qui vient de la droite. Mais à gauche, enfin, franchement, quand je vois les gens qui se plaignent de cette élection présidentielle, elle est extraordinaire. Nous avons un candidat, là, Mélenchon, qui revient du diable Vauvert. Songez donc, il y a quelques jours, on était en train de se dire, mais est-ce qu'il va avoir le courage de se rallier à Hamon? Il faudrait qu'il soit réaliste quand même, Mélenchon, qu'il rejoigne Hamon, qu'il y ait une candidature forte à gauche pour s'opposer. Ouais. Bon, va-t-il avoir ses parrainages? Vous imaginez la situation si le candidat officiel du Parti socialiste qui a été au pouvoir pendant 5 ans, Benoît Hamon, qui est en train de dégringoler dans les sondages et qui peut-être va au bout d'un moment être dans l'obligation de regarder avec un peu plus de gentillesse Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est extraordinaire. Et à quoi est-ce qu'on doit ça? On doit ça tout simplement à une clarté incroyable du discours de Mélenchon. Mélenchon, tout le monde a compris les contours de son projet. Mais c'est énorme, c'est considérable. Parce que vous savez, on parle beaucoup de politique, mais pour ceux qui ne sont pas sans arrêt sur BFM TV, il y a des candidats qui sont confus. Il y a des candidats dont on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Regardez Hamon sur le nucléaire, il a rétro-pédalé. Regardez sur le revenu universel, on ne sait plus trop où il en est. C'est le revenu décent maintenant de Manuel Valls. Mais juste, il s'est quand même adressé à Benoît Hamon aujourd'hui. Il a dit, voilà, moi je respecte le code de bonne conduite, pas lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Benoît Hamon? Parce que là, franchement, Benoît, enfin, l'entourage, Benoît Hamon qui s'énerve, il nous traite quoi d'aligné sur Poutine? Franchement. C'était en référence à ça? Je crois, c'est vraiment le dernier argument. Tout à l'heure disait, elle qui a assisté au meeting, finalement, Benoît Hamon, c'est plus le problème du candidat. C'est Benoît Hamon, ce match. dès le départ, vous savez, il a une difficulté. Il est enfermé dans les contradictions du Parti socialiste. Vous pouvez pas faire comme il a fait à Bercy, prendre les mots de Mélenchon et faire applaudir le bon bilan de François Hollande et Bernard Cazeneuve comme il l'a fait. Je reprends ce que dit Brunet. C'est incohérent, voilà. C'est incohérent. Et le problème de Benoît Hamon, c'est qu'il est le candidat du Parti socialiste. Il avait deux choses quand il est sorti de la primaire. Ça a été dit. On devait soi-disant se retirer parce qu'il disait je suis devant dans les sondages et je vais rassembler. C'est moi qui rassemble. Il rassemble pas, évidemment. Et moi, j'ai écrit un livre pour expliquer que la primaire, c'est un piège. On ne peut pas à la fois rassembler une ligne Hamon et une ligne Valls. C'est incompatible. À tel point que j'ai envie de dire, franchement, sans ironie, quand Benoît Hamon dit même Valls me soutient pas, c'est pas juste. Moi, j'y retourne l'argument parce que lui, il aurait soutenu Manuel Valls s'il avait perdu contre Mélenchon. C'est-à-dire les idées qu'il nous propose là, il les aurait cachées pour dire je préfère Valls que Mélenchon. Mais non, mais c'est le débat, c'est-à-dire que c'est incohérent aux yeux des gens. C'est la force que nous avons, nous, c'est que la critique que nous portons, notre projet, on le porte depuis 5 ans. Et fondamentalement, ça s'adresse au peuple. Vous dites que Benoît Hamon, ce n'est plus un sujet, il n'est plus derrière vous. Mais aujourd'hui, l'électorat que vous pourriez séduire et convaincre un peu plus pour dépasser justement François Fillon, c'est certainement pas l'électorat de François Fillon, mais l'électorat de Benoît Hamon. Donc quelque part, si vous le ménagez aussi... Vous ne m'écoutez pas, un électeur sur 2 n'a pas fait de choix. Sortez de ces histoires d'électorat. On n'est plus à un électeur sur 2, on est un petit peu plus quand même. Non mais d'accord, mais la grande masse des gens, c'est pas l'électorat de Benoît Hamon. Je veux m'adresser, si je veux gagner, c'est pas l'électorat de Benoît Hamon. Par ailleurs, je pense que Benoît Hamon n'a même plus vraiment d'électorat. C'est l'électorat traditionnel du PS qui est perdu, on peut le comprendre. Il faut parler grand angle, il faut pas parler... Il n'y a plus de cheptels électoraux qui appartiennent à des appareils. Et je le dis sans mépris, en plus Benoît Hamon a le droit de faire sa campagne s'il veut le faire, franchement. Nous, on veut pas du tout engager une polémique. Ça ne sert à rien, ça n'intéresse personne. Franchement, les Français n'ont même pas envie d'une polémique entre les candidats. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous proposez pour le pays. Les gens voient bien qu'il y a des inégalités, tout ce que j'ai pointé tout à l'heure, que le système il est bloqué, qu'il y a un sentiment de plus en plus de dépossession des citoyens vis-à-vis de leurs élus. Donc notre idée de 6ème République, elle fait quoi? Tout ça. Si on s'intéresse justement à dire, et je pense là pour le coup, pardon, je vais renvoyer une pierre dans le jardin de Benoît Hamon, que ce qui est important, c'est additionner Europe Écologie Les Verts plus le parti machin. Mais on s'en fout. Europe Écologie Les Verts, le PRG, mais qui peut croire que ça, c'est dynamique? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon veut surtout récupérer le leadership de la gauche, l'incarner. C'est son pari depuis qu'il a quitté le Parti Socialiste et pas forcément gagner et arriver à ça, c'est l'argument des socialistes. À savoir, ils nous expliquaient, votre seul objectif, c'est de tuer le PS. Bonjour l'objectif. Mais notre objectif, Jean-Luc Mélenchon l'a dit formidablement, c'est de gagner cette élection. Vous pouvez en sourire, je comprends très bien, mais c'est de gagner, c'est politiquement, dans un pays qui est face aujourd'hui en état de grande turbulence, rien n'est écrit. Parce que qui c'est qui va gagner l'élection, comme le disent à ce jour? Ben non, c'est rien. Et moi, je vais vous dire, j'étais présent sur le plateau de TF1. Quand on voit les 5 candidats, finalement, je me suis dit, mais pourquoi ce serait pas nous?
Lequel s'impose? Aucun. Donc place à la discussion et ils aux seront arguments. 11 le 4 avril sur BFM TV. Ils seront 11 parce qu'ils sont bien 11 candidats à la présidentielle. Elle garde le cap. Il y a des similitudes quand même entre vos deux programmes, la retraite à 60 ans, le protectionnisme. Vous remettez aussi en cause l'Europe d'aujourd'hui. Vous n'excluez pas en tout cas d'en sortir. Le référendum également d'initiative citoyenne. On ne peut pas dire que tout vous oppose quand même. Est-ce qu'un jour je pourrais aller dans une émission où on me pose pas la question de la similitude avec le Front National? C'est un fait. C'est un fait. Ouais. Non mais vous trouvez pas que c'est un thème un peu chaque fois? Je vous vois même sourire en train de le dire. Ça peut pas commencer une discussion sur la similitude avec le Front National. Ça vous énerve? Bah oui, parce que premièrement c'est pas vrai sur le fond. Est-ce que vous savez que Madame Le Pen, notamment sur la question de la retraite, elle a même déclaré sur Europe 1. Bien sûr qu'ils utilisent un vocabulaire parfois. Vous avez vous connaissez l'histoire. L'extrême droite, elle a souvent parlé aussi comme le mouvement social et le pic des mots entre guillemets aux progressistes. Mais fondamentalement, vous avez une opinion sur le fait que l'extrême droite, c'est pas la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Mais sur la question de l'Union européenne qui va mourir aujourd'hui. Non mais ça intéresse les Français bien entendu. Mais elle, c'est une réponse nationaliste, c'est l'union des nationalismes. Moi, je suis pour d'autres coopérations internationales. C'est quand même fondamental. Par exemple, sur la retraite, en 2010, vous étiez sans doute journaliste. Lorsqu'il y a eu une grande grève contre la réforme des retraites, qui justement remettait en cause la retraite à 60 ans, qui c'est qui était le plus insultant? Le Front National, déjà Marine Le Pen, qui traitait les grévistes de gréviculteurs, d'émeutiers, d'accord? Donc elle peut aujourd'hui pétarader en essayant de faire croire qu'elle est pour la retraite à 60 ans. Mais si on a un peu de mémoire, on peut quand même concevoir qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon défendait vraiment ceux qui luttaient contre la retraite à 60 ans, pendant que Madame Le Pen, c'était l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que chacun fasse son boulot, parce que c'est un peu facile. C'est pour ça que je le prends mal, de faire croire qu'il y aurait une similitude entre ce que propose Madame Le Pen et qui est quand même un projet d'une nation ethnique. Et nous, notre projet qui est celui d'une nation civique, de l'égalité entre les citoyens. C'est fondamental cette affaire-là, qu'on peut décliner. Par exemple, intéressez-vous au programme social de Madame Le Pen. Ça vous intéresse pas qu'elle ne propose aucun droit nouveau pour les salariés dans l'entreprise? Il y a quand même une prime de pouvoir d'achat. Il y a une prime de pouvoir d'achat qu'elle a développée, 80 € par mois. Ouais. Alors comment elle obtient cette prime? D'accord? Par une taxe. En gros, elle ne propose pas l'augmentation des salaires. Régulièrement, des journalistes disent elle est pour l'augmentation du SMIC. Non, justement, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC. Elle est pour la baisse des cotisations, d'accord? Qui est une part de salaire différée. Je sais pas si ceux qui nous regardent suivent. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, ce qui fait partie du salaire, il y en aura un peu moins qui ira vers les organismes sociaux. Et elle propose de mettre une taxe. C'est-à-dire que c'est par l'impôt qu'elle va augmenter les salaires. En gros, c'est les salariés. C'est une taxe de 3% sur les importations. Oui, donc c'est par l'impôt. C'est-à-dire quand vous achetez un produit, vous allez payer votre augmentation de salaire. C'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Par exemple, le SMIC. Vous voyez, là où il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC, c'est dans la grande distribution, dans la restauration rapide, où il y a des bénéfices records. Pour quelle raison ne pas demander à ce que le patronat de ces organismes, là on les connaît tous, ces grands supermarchés, ou je vais pas citer le nom de ces restaurations rapides, pourquoi ils augmentent pas le SMIC, eux, pour leurs salariés? Il n'y a pas besoin que ce soit par cette taxe de 3%. Nous, on propose ça. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, samedi, était dans un McDonald's pour dénoncer les conditions inacceptables de travail. Il faut rentrer dans le détail, s'il vous plaît. C'est pour ça que je prends la mouche. Parce que si on fait ce cadeau à l'extrême droite, et qu'on explique que son programme, en gros, il serait social, parce qu'elle explique de manière totalement opportuniste des choses qui, quand on regarde dans le détail de son programme, ne sont pas la vérité, on perd les citoyens. Enfin, on a le droit de porter une critique contre l'Europe. Par ailleurs, tous les Français sont contre cette Europe aujourd'hui, sans qu'immédiatement on soit ramené dans une forme de similarité avec le Front National. Volontairement, excusez-moi de vous avoir répondu avec ce ton. Pardon ? C'est partie des clivages importants entre les candidats. Mais qui est pour cette Union européenne aujourd'hui quasiment, à part Monsieur Fillon? Sortir de l'Union européenne. Mais moi, ça tombe bien, je ne suis pas comme ça pour sortir de l'Union européenne. Je suis pour créer les conditions de rédaction de nouveaux traités. C'est ce qu'on appelle notre plan A. Et si ça marche pas, sortir... Bien entendu, mais tout le monde, parce que sinon... Ce serait inacceptable d'ailleurs que quelqu'un vienne dire je suis pour totalement ne rien changer et céder face aux demandes de Madame Merkel. C'est peut-être ce qui arrivera à certains. Mais vous savez, le problème de l'Union européenne aujourd'hui, c'est une chose, beaucoup, mais c'est une chose. L'interdiction de l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays. C'est ce qui est dans les traités. Et notamment ce qui pose une série de problèmes qui amènent ces délocalisations. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui quittent le territoire national pour aller à l'étranger, notamment en Pologne. C'est non pas le climat de la Pologne ou je ne sais trop quoi, mais le fait que c'est des pays moins disant social. Donc chaque Français comprend que si ça continue comme ça, c'est une concurrence généralisée entre les pays au sein de l'Europe qui va avoir lieu. Moi, quel esprit sensé peut aujourd'hui considérer que c'est pas le problème? Je trouve, Alexis Corbière, quand même que vous déployez énormément d'efforts pour nous expliquer que deux programmes assez proches sur les questions économiques, on peut aussi parler de l'Europe, sont radicalement et totalement différents. Vous avez dit, il y en a un, certes, qui pourrait ressembler, mais c'est un programme ethnique, vous avez utilisé le mot ethnique, oui. Celui du Front National, et puis le nôtre qui est civique et citoyen. Oui, bon, vous déployez, vous mettez beaucoup d'épithètes et d'adjectifs, mais je pense sincèrement, oui, je souscris, on est quand même sur des programmes qui, sur les questions économiques, ont un cousinage évident.
Non, enfin, vous pouvez dire qu'il y en a un d'extrême droite et un autre qui est d'extrême gauche. La réalité, c'est que ils se Moi, je ressemblent. suis pas d'extrême gauche, par Ou exemple. de gauche, si vous voulez. Non, mais moi, pourquoi je me suis permis cette notion d'ethnique? Non, mais ils sont proches. Non, mais j'entends bien, mais je veux m'expliquer là-dessus. Acceptez-le, dites-le, c'est Non, pas. non, je n'accepte pas. Bon. Mais évidemment, parce que précisément, c'est pour ça qu'il faut un peu de mémoire. J'admets que c'est compliqué, mais vous êtes historien, Éric Brunet, je le sais. L'extrême droite a toujours utilisé un vocabulaire fourbe par rapport à ça. C'est pour ça que je rappelle qu'il suffit pas que Mme Le Pen se présente en disant « je défends la retraite à 60 ans » pour qu'on oublie que quand il y a eu, de la part du gouvernement Sarkozy, la remise en cause de la retraite à 60 ans, elle était du côté de Sarkozy et contre les grévistes. Sinon, on comprend rien au débat. Deuxièmement, pourquoi je me suis permis cette histoire de nation ethnique ou nation civique? C'est que la manière dont Mme Le Pen utilise la laïcité, qui est un mot formidable, un principe d'émancipation républicain, n'est pas la laïcité, mais uniquement une charge tournée vers nos concitoyens de confession musulmane. Parce que dès que le Front National s'explique, en vérité, il considère que dans ce pays, il y a une religion légitime et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça que je définis comme étant son projet ethnique à rebours de ce qu'est la laïcité. Pardon de le dire, mais après tout, bon, on peut après discuter. Moi, ce matin, j'étais dans une autre émission avec Florent Philippot. Le débat doit avoir lieu avec l'extrême droite, et elle a son projet. Et à nous d'essayer de dire que la critique contre l'Union européenne, elle est légitime. Nous, c'est une sortie progressiste, humaniste, de solidarité avec d'autres pays. Et eux, c'est une sortie nationaliste. J'admets que c'est peut-être compliqué, c'est la difficulté du moment. Mais j'invite vraiment les Français à dire attention, les amis. C'est pas parce que vous êtes en colère, fâché mais pas facho. Voilà ce que j'ai à dire. Je comprends la colère légitime, mais on doit porter une critique contre l'Union européenne. Mais pour autant, ne tombez pas dans les bras de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il faut, pardon d'être un peu verbeux, un peu de mémoire historique. Parce que ce soit en Allemagne dans les années 30 ou l'Italie dans les années 20, eux aussi y parlaient des fois, comme les mouvements sociaux, et à l'arrivée, c'est un autre projet de société qu'ils ont mis en œuvre. L'actualité politique est riche ce week-end. François Fillon ne veut visiblement pas sortir de la séquence qui a commencé jeudi avec ses accusations sur un supposé cabinet noir. Il pense être sur écoute, c'est ce qu'il a dit à des journalistes, c'est ce que répète François Baroin aujourd'hui, c'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure. François Fillon a mis en lumière des interrogations sérieuses sur toute une série de torsions sur le plan juridique, des principes essentiels qui touchent aux libertés fondamentales et des interrogations lourdes sur l'atteinte au secret de l'enquête préliminaire. François Bayrou lui a répondu, la théorie du complot est un enfermement. Quand on dit qu'il y a une main noire, on s'empêche de voir la responsabilité que l'on porte soi-même. Ça fait partie des questions que l'on se pose. Est-ce qu'on n'est pas dans un contre-feu du candidat François Fillon qui s'obstine à rester dans cette séquence du supposé cabinet noir alors que cette semaine sera difficile? Pénélope Fillon, on le sait, va être entendue par les enquêteurs. Effectivement, je devrais, si j'étais un garçon discerné, vous répondre, vous avez raison, Fillon allume un contre-feu. Mais pardon, c'est trop facile. Ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on s'interroge sur beaucoup de choses qui sont faites à l'Élysée dans l'entourage de François Hollande, et bien avant cette campagne électorale. Et d'ailleurs, si au mois de juin 2014, souvenez-vous, François Fillon était allé voir Jean-Pierre Jouyet, proche de François Hollande, pour lui dire faut peut-être accélérer. Ça prouve qu'il était déjà persuadé à ce moment-là que ce cabinet noir existait, mais ça ne veut pas dire que ce cabinet existe. J'entends bien. Faut peut-être accélérer le tempo sur les affaires judiciaires concernant Sarkozy si on veut définitivement le sortir du jeu politique. Ça prouve quand même que François Hollande, qui par ailleurs connaît bien Jean-Pierre Jouyet puisqu'il a travaillé avec lui, François Fillon, pardon, il va s'adresser à celui qui peut accéder à sa demande. Oui, en 2014, quand Fillon va voir Jouyet, proche de Hollande, il va voir quelqu'un qui peut l'aider à mettre Nicolas Sarkozy hors du jeu politique. Bon, et puis il y a plein d'histoires qui sont arrivées dans le cadre de ce quinquennat. Vous savez, il y a un personnage très important qui était chef du service transmission et informatique de l'Élysée, qui a été écarté par François Hollande parce qu'il refusait de remettre à alors je vais pas utiliser le mot cabinet noir, une cellule en tout cas, des informations précises qui devaient être classées secret défense, qui étaient en fait des notes de Nicolas Sarkozy, de Christine Lagarde, d'un certain nombre de personnes du quinquennat précédent. Alors, je suis pas en train de vous dire oui, il y a un cabinet noir. Je suis simplement en train de vous dire que j'aimerais que les journalistes français enquêtent avec autant de minutie sur ce dossier-là. C'était en tout cas le but de ce livre. Ils ont enquêté et n'ont pas eu de preuve que ce cabinet existait ou qu'il n'existait pas. Il faut enquêter davantage. Jean-Luc Mélenchon a dévoilé son affiche aujourd'hui, La Force du Peuple. Elle est belle, hein. Il y a également un livre qui a été publié il y a pas longtemps qui s'appelle De la Vertu. Il a même convoqué le général de Gaulle aujourd'hui. Est-ce que vous allez chercher l'électorat déçu par les affaires, donc également peut-être piocher à droite? Non, mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se cherchent, il y a un tiers de nos concitoyens qui se définissent plus ni de droite ni de gauche, auxquels il faut parler. La question de la vertu, c'est pas une question secondaire dans le débat public.
C'est-à-dire un comportement qui quand même considère que quand on a été Premier ministre, quand on est élu, qu'on est indemnisé de manière confortable d'ailleurs, et tant mieux, moi je suis pour que les élus aient les moyens de travailler. Bon, on doit quand même avoir un comportement minimum, comment dirais-je, respectueux de ça. Moi je ne comprends pas par exemple que M. Fillon ait pu accepter des costumes de la part de M. Bourgi, qui est connu quand même comme étant la pointe avancée de tous les réseaux africains les plus nauséabonds. Enfin je veux dire, faut être sérieux, ça pose quand même un problème. Et là, il y a, je crois, une forme d'impunité, à mon avis, pendant des années, qui amène à ce que dans un premier temps, M. Fillon, on l'a vu dans sa ligne de défense, ne comprend pas très bien ce qui lui est reproché. Et ça démontre là encore un détachement d'une classe politique vis-à-vis de nos concitoyens. C'est au cœur de notre projet de 6e République. Il faut que tout ça soit revu. Je le répète, la possibilité pour les citoyens, même durant le mandat, de révoquer les élus, amènera des comportements plus vertueux. On fera attention. On n'aura plus cette impression que nous, la caste politique, on a un type de mœurs et le peuple, lui, n'a pas à se mêler de nos affaires. Merci beaucoup Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité ce soir. Merci également à Éric Brunet et Camille Anglade. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce dimanche de meeting avec celui de Marine Le Pen à Lille et de Jean-Luc Mélenchon à Rennes. À tout de suite.